Donc, je donne un petit mot, Laurent, puis je vous laisserai vous présenter davantage et puis lancer votre intervention. Donc, voilà. Laurent Lardeux est collègue de Yael Amselem Mangui qu'on vient d'écouter. Donc, merci d'être là, merci de nous consacrer ce temps et de nous proposer une présentation. Donc, Laurent Lardeux est docteur en sociologie. Il est également chargé d'études et de recherche à l'INJEP, comme ses collègues que l'on a la chance de rencontrer aujourd'hui. Et ses travaux portent essentiellement sur les questions de l'engagement des jeunes, la participation, le rapport à la vie politique, les discriminations et l'engagement transnational des descendants d'immigrés. Donc, on avait une intervention qui était intitulée sur l'engagement des jeunes pour le climat, une nouvelle forme auto-organisée de mobilisation. Et donc, on a bien hâte de découvrir votre présentation. Voilà. Par ailleurs, nous avons un réseau national des éco-responsables. Alors, ça va particulièrement, voilà, je pense, résonner aussi avec ma collègue Sophie. On sort d'un séminaire et donc, on va être toutes oui. Donc, à vous, Laurent. Alors, je vais donc vous présenter, vous apporter quelques éléments de présentation sur l'engagement des jeunes pour le climat, donc avec une attention dans les résultats de cette recherche qui est portée sur donc, les parcours, ce qu'on appelle les parcours biographiques des jeunes qui entrent dans ce mouvement et sur les nouveaux modes de structuration, également de gouvernance de ces collectifs, parce qu'on a des modes de gouvernance particuliers avec une attention forte portée sur les questions d'horizontalité, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et l'idée, c'est de voir aussi comment et pourquoi aussi ces mobilisations se posent souvent en modèle alternatif en fait, d'autres formes d'engagement en utilisant notamment le pouvoir du numérique et des réseaux sociaux pour assurer alors, à la fois, bien sûr, la viralité du mouvement et aussi pour mobiliser de manière spontanée, de manière transnationale. Donc, on n'est pas que dans les frontières du pays, mais souvent, on a des collectifs qui vont au-delà des frontières. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment ils s'organisent aussi pour essayer d'avoir des horizons un peu élargis de l'action militante. Voilà, donc le rapport est en cours de rédaction et sera publié ces toutes prochaines semaines. Donc, l'objectif de cette recherche, comme vous pouvez le voir, du coup, j'espère, c'est d'interroger à la fois les différents moyens qui sont utilisés, techniques, logistiques, stratégiques, moraux, les moyens qui sont utilisés par les initiateurs du mouvement pour orchestrer la mobilisation, pour également l'impulser et mettre en œuvre des processus de décision dans un système qui se définit à la fois comme auto-organisé et comme décentralisé. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, le deuxième, c'est au-delà des initiateurs en tant que tels du mouvement, c'est de voir aussi comment les jeunes militants qui découvrent, pour la plupart du fait de leur jeune âge, qui découvrent l'action collective, comment ils sont amenés à se mobiliser et puis à adhérer au mouvement. Donc, il s'agit aussi à travers ça de dresser un peu un inventaire des différentes orientations existantes qui sont nombreuses. On parle beaucoup d'actions de désobéissance civile. Il y a aussi des actions de sensibilisation et de protection de l'environnement, des actions de plaidoyer, des actions non violentes, des occupations de zones à défendre. Donc, il y a toute une palette en fait, qui existe dans ce mouvement climat sur lequel il faut revenir. Et enfin, troisième objectif, dans un contexte où les acteurs de ces mobilisations se posent en modèle alternatif des structures associatives préexistantes, l'idée, c'est de voir un peu aussi les zones de porosité qu'il peut y avoir, les échanges qu'il peut y avoir avec des associations plus anciennes, plus structurées, de voir les relais, les continuités ou les oppositions avec ces structures associatives plus traditionnelles. Voilà, donc là, on a les trois objectifs de la recherche. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir aujourd'hui vous présenter l'ensemble de ces éléments, mais en tout cas, j'essaierai de faire le maximum. Quelques mots peut-être sur la méthodologie. C'est toujours important aussi quand on présente une recherche d'expliquer
d'où on tire les différentes informations qui sont présentées. Donc, c'est une recherche qui s'appuie sur une cinquantaine d'entretiens biographiques avec des jeunes militants âgés de 16 à 28 ans, donc engagés dans différents types de collectifs de lutte contre le dérèglement climatique, donc à la fois Extinction Rébellion, le collectif Youth for Climate, le collectif ANV COP21 d'Alternativa, les Amis de la Terre et notamment Dernière Rénovation. Une enquête aussi qui s'appuie sur des entretiens avec des responsables d'associations environnementales, une analyse documentaire également des tracts, des sites internet, des réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'il y a une forte diffusion aussi de ces mouvements, une forte diffusion de matériaux de communication qui sont intéressants aussi à analyser. Et puis, bien sûr, des observations régulières d'actions collectives à travers des marches, des actions de désobéissance civile, des rassemblements également parfois devant les tribunaux en soutien à des activistes en garde à vue. On y reviendra aussi tout à l'heure. Donc, là, on a une liste, hein, mais c'est vraiment à titre indicatif. Et surtout, cette liste, il faut bien l'avoir en tête, ce n'est pas une liste exhaustive hein, du profil des enquêtés de cette enquête. Donc, on peut voir notamment, et on en parle souvent, de l'importante homogénéité sociale, hein, avec essentiellement des jeunes qui sont avantagés socio-économiquement. Donc, des jeunes assez différents finalement des jeunes qui ont été enquêtés dans le travail d'enquête de Yael. Hein. Là, on a plutôt des jeunes qui sont très clairement avantagés, plus diplômés que la moyenne des jeunes Français. On a d'ailleurs, c'est intéressant de faire le lien avec l'enquête qui est réalisée par le collectif Quantité Critique dans 3 villes de France, à Paris, à Lille et à Nancy. Une enquête qui a été réalisée auprès des participants de la marche du 15 mars 2019, qui avait rassemblé en France plusieurs centaines de milliers de jeunes et qui avait notamment permis de connaître un peu les caractéristiques sociodémographiques. Donc, on pouvait voir notamment que plus de la moitié des participants de la marche avaient un père qui appartenait à la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Donc, un chiffre nettement supérieur par rapport à la moyenne de la population française, sachant aussi que les fils et les filles d'ouvriers se révélaient très nettement sous-représentés dans ces collectifs, que ce soit à Paris, avec seulement 6% de fils et de filles d'ouvriers, à Lille, 7%, et à Nancy, 6%. Donc, voilà, on a très clairement une jeunesse qui n'est pas représentative de la jeunesse française, hein, mais voilà, qui permet en tout cas d'en savoir un peu plus aussi sur les coûts d'entrée qu'il peut y avoir, les coûts symboliques d'entrée dans ce type de collectif. Mais avant ça, c'est important aussi de revenir sur 3 éléments de contexte. Laurent, juste, je oui. vous interromps, mais on a toujours la deuxième diapo, c'est juste pour vous le dire, voilà. D'accord, donc là, ça n'avance pas, c'est ça? Non, on a, voilà. Après, bon, peut-être qu'on va laisser tomber, c'est qu'il y a un blocage sur le diapo et tant pis. Mais Ouais, c'était juste pour vous informer qu'on ne suit pas du tout sur, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Peut-être on fera comme ça. Je comprends pas du tout où est le problème. C'est vrai que c'est dommage. Quand vous faites un partage, normalement, vous avez, quand vous demandez le partage, il doit vous afficher toutes les fenêtres actives. Et jusqu'à présent, on n'a vraiment que le diaporama de base avant qu'il ne soit lancé en mode diapo. D'accord. On a l'écran principal de PowerPoint, en fait. En fait, le mieux, ce qu'on va faire, c'est que je l'envoie très vite à Oran. Oui, super. OK. Voilà, donc là, je viens juste de l'envoyer, donc je pense que vous n'allez pas tarder à le recevoir. Ok, je vous propose de… Voilà, c'est ça, continuer. Voilà. Donc, alors, juste, voilà, il y a 3 éléments de contexte par rapport à ce travail, 3 éléments de contexte. D'abord, c'est important de le souligner, sur la question du rapport des jeunes à la politique et à la démocratie. En fait, ces collectifs font souvent le lien entre la transition écologique, qui est très fortement liée, en fait, cette transition écologique, à la question de la transition démocratique. Et on fait souvent le constat, en fait, d'une défiance grandissante des nouvelles générations vis-à-vis des institutions de la vie démocratique et des élus. Donc ça, cette défiance est régulièrement soulignée
par les analystes de la vie politique. Et donc, quand on fait une recherche sur des jeunes qui s'engagent sur le climat, même si elle ne porte encore une fois que sur une certaine élite de la participation politique, j'y reviendrai, il ne faut pas ignorer en fait ces analyses qui sont régulièrement reprises sur l'état des relations entre les jeunes citoyens dans leur ensemble et puis les institutions de la vie démocratique. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs travaux qui portent sur cette défiance, qui alertent sur la désaffection grandissante des citoyens, et notamment des plus jeunes vis-à-vis de la démocratie. Voilà, donc là, je pense que maintenant, vous pouvez voir le diaporama, c'est bien le cas? Oui. On le voit. Très bien. Alors, comme je vous le disais, là, on peut passer, on peut passer sur le graphique peut-être qui peut être intéressant à voir, parce qu'il y a un graphique qui porte justement sur cette question des nouvelles formes de participation, du changement de régime de citoyenneté. Donc, on voit ce graphique qui est tiré d'une enquête qui s'appelle l'enquête européenne sur les valeurs et qui distingue 4 types de participation. Donc, à la fois ce qu'on appelle des électeurs, les électeurs qui votent systématiquement mais qui s'abstiennent de protester, donc uniquement des électeurs. On a des protestataires, là qui ne votent pas mais qui participent à des manifestations, à des pétitions. On a les polyparticipants, donc les polyparticipants qui sont à la fois des électeurs et qui aussi vont participer à des actions de protestation. Et puis, on a des non-participants, donc qui ne votent pas et qui ne participent pas à des actions de protestation. Donc, ce qu'il y a d'important à voir, c'est la façon dont se répartissent en fait ces différentes figures-là selon l'âge de naissance. Et ce que l'on voit, c'est que les plus âgés, donc à gauche du graphique, les plus âgés sont d'abord et avant tout des polyparticipants ou des électeurs. Donc, on a 50%, 51% pour la cohorte 1941-1950 qui sont des électeurs. Et après, on voit que ce qu'on appelle les post-baby-boomers, donc les enfants des baby-boomers, là, on a essentiellement des protestataires. On voit que plus on avance dans les âges, enfin, plus les personnes sont jeunes finalement, et moins on a d'électeurs. Et à l'inverse, plus on va à droite, donc plus on va vers des jeunes, finalement des jeunes citoyens, et plus on va trouver des non-participants, donc en bleu, turquoise, et plus on va trouver des non-participants. Donc on voit que voilà, il y a des changements de régime de citoyenneté. Il y a d'autres façons de participer qui apparaissent, des formes d'action de protestation qui apparaissent, en même temps qu'il y a un retrait marqué par rapport aux urnes, par rapport à la participation politique traditionnelle. Donc, l'idée, c'est de voir aussi comment ces actions-là, aussi qu'on peut observer sur la question de la participation protestataire, se manifestent-elles sur la question liée au dérèglement climatique, dont on sait que ces questions se trouvent fortement reliées à la question, encore une fois, de la transition démocratique. Donc, comme autre élément de contexte, si on revient un peu en avant, on parlait des différents éléments de contexte. Il y a comme un troisième élément notamment les questions des liens ou des oppositions générationnelles. Donc, il est souvent question des oppositions générationnelles ou des liens qu'il peut y avoir entre les générations, et donc des visions un peu caricaturales parfois, entre soit une vision un peu idéaliste, un peu romantique de l'engagement des jeunes, de la mobilisation des nouvelles générations sur l'urgence climatique, face à ce qu'on appelle souvent des boomers rétrogrades. Soit à l'inverse, on a une autre vision qui est diffusée et qui vise souvent à décrédibiliser ces mouvements, et on le voit à travers la diapositive suivante, le slide suivant, où on voit notamment sur les comptes Twitter, on peut voir qu'il y a une communication qui est faite qui vise à décrédibiliser ces mouvements, des mouvements qui sont présentés comme des mouvements radicaux, des jeunes qui sont présentés comme étant des éco-terroristes, qui seraient instrumentalisés, qui seraient immatures. Et c'est d'ailleurs souvent l'âge qui devient la cible des élus, les considérant souvent comme étant inexpérimentés, incompétents ou infantiles. Donc ça aussi, c'est des images qui sont souvent diffusées. Donc on voit que les idées préconçues sur le sujet fleurissent avec des mouvements qui, sans nul doute, en tout cas, qui viennent bousculer très clairement le fonctionnement habituel de la démocratie, non pas seulement de la participation politique traditionnelle, mais aussi des mouvements sociaux portés par les syndicats, portés par les associations militantes plus classiques. Donc là aussi, il y a un bouleversement un peu de ces formes de participation. Et il y a un troisième
troisième élément aussi, troisième élément de contexte, qui porte sur, voilà, sur l'intérêt ou la préoccupation grandissante que les jeunes portent sur la question du climat. On peut passer notamment à la diapo sur les deux graphiques. Et on voit dans les deux graphiques, on voit qu'au début de 2020, avant la crise sanitaire, la préoccupation des jeunes de 18 à 30 ans et de l'ensemble de la population pour l'environnement continue sa progression. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête aussi. Le taux des Français préoccupés par la dégradation de l'environnement atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, si on suit cet indicateur. Et ce phénomène est particulièrement observé chez les jeunes. On voit aussi qu'il y a des effets de contexte qui sont importants à la fois dans la hausse ou dans la baisse. Des effets de contexte, il y a des liens forts entre l'actualité politique ou environnementale et puis le niveau de préoccupation, avec des événements qui sont liés à l'environnement qui, bien sûr, ont une influence sur l'intérêt porté sur le climat, notamment avec la COP 21 en 2015, avec une préoccupation en constante augmentation depuis 2015. Avec la structuration aussi du mouvement des collectifs de jeunes sur le climat. Ça aussi, c'est lié à ce niveau de préoccupation, avec des actions qui se sont multipliées, avec l'appel de Greta Thunberg et sa médiatisation. Donc voilà, il y a cette sensibilité, en tout cas, qui est en constante augmentation. Et d'un point de vue générationnel, la hausse, on voit qu'elle est particulièrement forte chez les jeunes qui sont nés après 97. Et plus une génération est jeune, on le voit avec le graphique de droite, plus une génération est jeune et plus en vieillissant, on voit que son niveau de préoccupation augmente. Donc, ce n'est pas un effet d'âge, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont plus préoccupés par le climat, c'est aussi parce qu'ils appartiennent à une génération qui est plus préoccupée à ça et qui, même quand elle va vieillir, cette génération-là restera préoccupée par rapport aux générations précédentes, dont on voit que quand elles vieillissent, ces générations précédentes, l'intérêt pour le climat peut décliner. C'est moins vrai et c'est beaucoup moins vrai pour les générations récentes. Donc ça, c'est un élément aussi important. La façon dont ces préoccupations se matérialisent sur l'engagement, on le voit à travers les marches pour le climat, donc c'est la diapositive suivante. Si on liste, on voit que depuis l'appel de Greta Thunberg en 2018, il y a eu un certain nombre de marches qui ont été organisées le vendredi, mais qui ont incité, qui ont invité les jeunes à quitter leur établissement le vendredi pour manifester dans la rue, ce qu'on a appelé les grèves pour le climat, et qui ont contribué, voilà, là c'est la liste des démarches, qui ont contribué à placer le problème du dérèglement climatique sur le devant de la scène politique. Donc on a beaucoup parlé à la suite de ces marches de l'apparition d'un mouvement climat, et souvent employé au singulier d'ailleurs, et qui donne l'illusion d'un mouvement unitaire qui serait composé d'activistes uniquement, alors qu'on voit qu'il n'y a pas que des activistes dans ce mouvement climat, il y a des ONG, il y a des associations plus traditionnelles, il y a des collectifs, il y a des partis politiques également parfois qui portent aussi ces causes-là. Il y a de nombreux groupes issus de différents segments de la société civile avec des actions, des orientations et des stratégies qui peuvent être très différentes, qui diffèrent sur les moyens d'action. Il y a des actions directes qui peuvent être des dégradations de biens, des sabotages, mais c'est très rare, il faut le souligner aussi. Des actions non violentes, des actions de désobéissance civile, des occupations de place, des marches, des sensibilisations à des éco-gestes. Donc, on a vraiment une pluralité d'actions qui sont employées. Ensuite, ce qui distingue aussi ces différents collectifs, c'est des différences idéologiques aussi qu'il peut y avoir, notamment sur le positionnement politique à adopter. On voit qu'il y a des convergences parfois avec d'autres mouvements, d'autres fois ce n'est pas le cas, des convergences avec des mouvements liés à l'anticapitalisme, liés à la justice sociale, liés au féminisme, au décolonialisme aussi, au mouvement des Gilets jaunes, au mouvement des retraites aussi récemment. Donc on voit qu'il y a des zones de convergence qui peuvent exister, une convergence des luttes, et dans d'autres cas, c'est moins le cas avec des collectifs qui ciblent uniquement la question du réchauffement climatique. Donc voilà, il y a cette diversité de mouvements qu'on peut voir aussi sur la diapo suivante avec, quand on regarde voilà, ces trois mouvements principaux, Youth for Climate par exemple, qui comptent une cinquantaine de groupes locaux. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la diapo sur la liste en tout cas sur les trois mouvements, notamment Youth for Climate, donc qui compte une cinquantaine de groupes locaux, qui a été créé en février 2019 et qui
qui, après avoir organisé des démarches hebdomadaires, le mouvement prône depuis 2019 des actions directes de lutte anticapitaliste. Il y a le mouvement, voilà, c'est cette diapo-là. Il y a le mouvement ensuite, merci beaucoup, le mouvement ANV COP 21, Alternatiba, donc plus de 60 groupes d'action qui s'appuient sur des actions non violentes ou qui prônent aussi la désobéissance civile pour interpeller les citoyens, pour interpeller également les décideurs sur les enjeux environnementaux. Donc un mouvement qui a été fondé en 2015 et qui a été rendu célèbre notamment par les actions de décrochage des portraits présidentiels devant des mairies. Et donc ANV COP21, qui est la branche un peu résistance du mouvement Alternatiba. Et puis le mouvement Extinction Rébellion, qui est un mouvement social écologiste international qui revendique l'usage de la désobéissance civile non violente, qui est connu aussi notamment en France par rapport aux occupations de places, qui a été fondé au Royaume-Uni en mai 2018. Et donc, voilà, on a cette diversité aussi qu'on peut voir à travers ces collectifs. Et de manière générale, ces mouvements sont souvent considérés nouveaux. Le terme de nouveauté revient souvent parce qu'il y a une organisation horizontale qui diffère des visions très structurée, très hiérarchique en fait du mouvement associatif. Donc une organisation horizontale, sans hiérarchie, sans représentants du collectif, ou alors qu'avec des représentants. Tous peuvent se définir comme étant d'ailleurs des représentants. C'est intéressant aussi à voir dans la façon dont ça s'organise. Un mouvement aussi avec des collectifs qui n'a pas de carte, des militants qui n'ont pas de carte d'adhésion, qui n'ont pas de financement connu non plus, ou très peu, à l'exception de quelques fondations qui participent parfois au financement. Nouveau aussi par l'âge très jeune des militants. Donc on voit aussi que rarement, et ça c'est important de l'avoir en tête, rarement une mobilisation collective d'une telle ampleur et sur le long terme n'avait rassemblé des jeunes aussi jeunes en fait, des adolescents notamment dans l'espace public qui vont interpeller des décideurs. Donc là aussi c'est un fait nouveau avec une politisation qui intervient de plus en plus jeune en fait chez ces militants. L'aspect nouveau, il vient aussi du fait que ce sont des collectifs qui sont organisés de façon transnationale, qui sont organisés de manière réticulaire, en réseau, donc à la fois en France et entre les différentes antennes, mais aussi internationales avec des ramifications transnationales de ces groupements. Donc ça aussi, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et nouveau, non pas tant par la thématique développée, mais aussi par la défense en fait, de l'environnement, par l'urgence qu'elle suscite, cette défense de l'environnement. Cette urgence, elle nouvelle, les jeunes ne disent pas, comme les générations précédentes qui les ont précédés, quel monde ils vont laisser à leurs enfants. Ça, on l'a beaucoup entendu chez les générations précédentes. Maintenant, ils se demandent beaucoup plus souvent quel monde leur ont laissé leurs parents. Donc là, il y a un changement générationnel par contre là-dessus. Ce n'est pas le futur en fait, qui les inquiète, c'est le temps présent. C'est le changement de perspective qui n'est pas sans conséquence en fait sur le rapport générationnel à l'environnement. Donc là, on voit qu'il y a des changements, mais il y a aussi des faits plus anciens, et ça aussi, c'est important de le souligner. Il ne faut pas non plus se laisser aveugler par le caractère nouveau de cet engagement, car on a aussi tendance à négliger en fait ou à ignorer certains prolongements qu'il peut y avoir avec la création d'une lutte environnementale qui n'est pas si nouvelle, mais qui se réapproprie aussi le champ de la contestation de la question environnementale qui était déjà existante dans la mesure où ils sont les porteurs aussi d'une critique du mode de développement dominant qui était déjà présente dans les années 70 ou 80. Donc là aussi, on a des prolongements aussi de certains mouvements. Ils peuvent aussi apparaître comme les héritiers des contestations écologistes qui les ont précédés, des mouvements altermondialistes, dont on observe aussi sur le terrain certaines jonctions parfois avec le mouvement Attaque. Plus récemment aussi avec des liaisons avec le mouvement lié à la justice sociale, avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc ce sont peut-être aussi surtout les transformations structurelles en fait, dans les modes d'engagement propres à la période contemporaine qui sont nouvelles, mais pas tant les luttes portées en fait. C'est plus le mode d'organisation et puis encore une fois l'âge des jeunes militants qui s'engagent dans ces mouvements. Je regarde l'heure, je vais essayer de faire très vite maintenant. On a aussi, si on passe la diapo suivante, si on passe la diapo suivante, peut-être sur, voilà, sur la naissance du mouvement, on voit aussi que
Alors, je ne sais pas qui a la main sur… C'est Oran, normalement. sur la C'est bon, vous voyez, je suis sur la diapo 13. Il faut que tu… Ouais, oui, alors mettes… si on peut passer à la… Voilà, celle-ci, on voit que le mouvement est ancien sur… Non, c'est celle qui vient juste après. La 12, alors. Du coup, Non, mais alors, il y a un problème dans l'affichage. Celle-ci, Collectif des jeunes engagés? Non, c'est celle où on a un peu l'historique un peu du… J'étais dessus, mais vous ne la voyez pas, j'ai l'impression. Décidément, on a les différentes dates. Ouais, on n'a pas de chance. Mais ce n'est pas grave, je vous transmettrai. Est-ce que là, vous la voyez? Je ne sais pas. Bon. Il y a quelque chose. Là, on reste uniquement sur les collectifs des jeunes engagés sur le climat, avec les caractéristiques nouvelles de la mobilisation. Et là, c'est mieux? Ça ne change pas, en fait. Ça ne tourne pas, visiblement. Ok, bon, ben alors, je ne sais pas quoi tant pis, ce n'est pas grave. Juste quelques mots peut-être sur ce qu'on appelle les carrières militantes d'engagement, parce que l'idée de ce travail, c'est de reconstruire les carrières militantes, les parcours biographiques de ces militants, avec différentes temporalités, avec notamment la question de la socialisation politique préalable. Et voilà, c'est important aussi de voir comment ces carrières militantes, comment ces parcours se construisent à la fois à l'intersection entre d'abord le domaine subjectif des cadres de l'expérience contestataire, donc au niveau plus individuel, et puis au niveau objectif, avec cette dimension objective des structures, ce qu'on appelle les structures d'opportunité politique. Donc, c'est-à-dire des éléments de contexte qui vont faire qu'à certains moments, ces jeunes vont s'engager dans le mouvement. Et donc, l'idée, c'est de lier un peu le temps court de l'engagement, c'est-à-dire cet engagement qui peut durer 2, 3, 4 ans parfois plus, parfois moins, et puis le temps long de la carrière d'engagement, c'est-à-dire notamment revenir sur les éléments précurseurs de cet engagement et notamment sur la socialisation politique acquise pendant l'enfance et l'adolescence, à la fois dans le milieu familial et puis aussi dans le champ scolaire. Comment ces différents lieux aussi sont des lieux de socialisation politique. Et si on va d'abord sur la question de la socialisation politique au niveau intrafamilial, c'est important de voir aussi le rôle joué par la famille, c'est-à-dire que ces jeunes ne s'engagent pas toujours de façon impulsive ou spontanée, même si il peut y avoir des affects, notamment la question du lien à l'éco-anxiété qui peut agir aussi dans ces mouvements-là. On voit aussi qu'il y a un lien à la socialisation politique qui est très forte, avec une socialisation politique au niveau familial qui peut jouer et intervenir par imprégnation, c'est-à-dire on voit notamment une large majorité des cas des interviewés qui témoignent de l'existence dès leur enfance, dès leur adolescence, de discussions politiques aussi au cours des échanges familiaux, lors des repas de famille, dans des contextes d'échéances électorales, de certains mouvements sociaux, des démarches organisées par certains collectifs, où ça va être l'occasion de discussions au sein de la famille de politique, de sujets politiques. Et donc, ils ont été sensibilisés et politisés aussi très jeunes, très souvent. On retrouve aussi des parents qui sont sensibilisés aussi à la problématique environnementale, qui participent à un certain nombre de gestes éco-responsables, d'autres qui sont présentés comme étant des parents alternatifs, parfois anti-système, anticonformistes. Donc, on a aussi ces jeunes parfois et ces socialisations politiques qui peuvent intervenir dans le champ familial. D'autres fois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est plutôt une socialisation politique qu'on appelle inversée, c'est-à-dire plutôt des jeunes qui vont être des enfants experts des questions politiques, des questions climatiques, et des parents qui seront plutôt dans le rôle des apprentis, en fait. Et qui, par souci de garder le contact aussi avec leurs enfants, parfois, qui se sont émancipés politiquement, certains parents vont accepter un peu ce retournement progressif des positions en se résignant finalement à être replacés au rang d'apprentis sur les questions écologistes face à des enfants qui sont devenus experts du sujet, qui sont devenus des lecteurs assidus sur les questions écologiques, qui sont des fins éclaireurs des évolutions climatiques. Et voilà, donc certains activistes confirment être parvenus à modifier le comportement alimentaire de leurs parents, à limiter leur bilan carbone, à les avoir sensibilisés au tri sélectif. Donc, c'est intéressant aussi de voir aussi dans certains cas comment cette socialisation politique joue par inversion des rôles, en fait, parfois.
On a aussi une socialisation politique qui peut intervenir par opposition aux parents, en dissymétrie, c'est-à-dire que certains ont été surexposés dans la famille à la politique, mais dans des valeurs politiques qui ne correspondent pas finalement à celles qu'ils vont adopter plus tard. On a le cas notamment d'un jeune militant qui était fils de cadre de cadres qui travaillaient dans 2 entreprises du CAC 40, dont le père qui travaillait notamment chez Total et qui était présenté comme étant un conservateur de droite, et alors que lui-même se définissait comme étant un anarchiste de la mouvance ultra-gauche. Donc on voit que voilà, cette socialisation politique, elle peut jouer aussi, intervenir par opposition aussi aux parents, et qui peut être source aussi parfois de friction, de tension, on imagine, au sein de la famille. Donc, c'est-à-dire que prendre acte finalement de l'héritage politique et de la transmission de certaines valeurs ne signifie pas nécessairement reproduction à l'identique, mais peut aussi passer par une transformation de cause, de l'engagement et de son déroulement aussi. Et très rapidement maintenant, parce que je crois que j'ai dépassé le temps, très rapidement sur le domaine de l'institution scolaire, on a aussi une socialisation politique dans l'école qui peut intervenir de 2 façons différentes, soit en conformité avec le modèle de démocratie scolaire qui peut être mis en place dans l'institution scolaire, avec des jeunes qui vont adopter le rôle de représentants, le rôle d'élu, le rôle d'éco-délégué dans leur établissement, et qui peut aussi être qui peut fournir en fait un capital politique aussi ensuite, et qui peut les initier aussi à l'engagement plus large pour la cause écologiste, et d'autres qui vont se socialiser politiquement à l'école de façon différente, plutôt en opposition finalement avec le modèle de démocratie scolaire, avec un modèle qui est perçu parfois comme étant autoritaire, qui est perçu comme étant vertical, qui passe par le système des représentants, donc une démocratie représentative qui est critiquée par ces mouvements. Et donc, parfois, certains jeunes vont critiquer aussi la façon dont cette démocratie scolaire prend modèle sur une démocratie représentative qui leur semble pour eux parfois dépassée. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi comment ils peuvent critiquer aussi ces modèles de démocratie scolaire. Donc voilà, et puis aussi, une dernière chose, le rôle de l'événement aussi, en dehors de la famille, en dehors de l'école. On va voir aussi parfois que certains événements peuvent être aussi fournisseurs finalement d'engagement, peuvent être des déclencheurs, des éléments déclencheurs de l'engagement. On voit que la COP21, notamment, a été un événement aussi pour certains jeunes qui ont participé à la conférence pour la jeunesse et qui se sont largement investis, et qui a été, pour beaucoup de jeunes, un élément déclencheur. Il y a bien sûr l'appel de Greta Thunberg, il y a aussi les incendies qui reviennent régulièrement et qui peuvent être aussi des éléments qui peuvent intervenir dans ces carrières militantes d'engagement. Et voilà, donc il y a des événements au niveau macro et des événements au niveau plus micro-individuel qui peuvent intervenir aussi, avec des engagements qui peuvent prendre la suite aussi ou qui peuvent se construire à la suite d'une rencontre particulière, avec une action, une participation à une action, avec le discours d'une activiste aussi, le déménagement dans une nouvelle ville, de nouveaux engagements. Voilà. Et donc, il y a vraiment ces niveaux-là aussi au niveau micro-individuel qui peuvent intervenir aussi dans ces parcours biographiques d'engagement. Qui travaillaient dans 2 entreprises du CAC 40, dont le père qui travaillait notamment chez Total et qui était présenté comme étant un conservateur de droite, et alors que lui-même se définissait comme étant un anarchiste de la mouvance ultra-gauche. Donc on voit que voilà, cette socialisation politique, elle peut jouer aussi et intervenir par opposition aussi aux parents, et qui peut être source aussi parfois de friction, de tension, on imagine, au sein de la famille. Donc, c'est-à-dire que prendre acte finalement de l'héritage politique et de la transmission de certaines valeurs ne signifie pas nécessairement reproduction à l'identique, mais peut aussi passer par une transformation de cause, de l'engagement et de son déroulement aussi. Et très rapidement maintenant, parce que je crois que j'ai dépassé le temps, très rapidement sur le domaine de l'institution scolaire, on a aussi une socialisation politique dans l'école qui peut intervenir de 2 façons différentes, soit en conformité avec le modèle de démocratie scolaire
qui peut être mise en place dans l'institution scolaire avec des jeunes qui vont adopter le rôle de représentant, le rôle d'élu, le rôle d'éco-délégué dans leur établissement et qui peut aussi être… qui peut fournir en fait un capital politique aussi ensuite et qui peut les initier aussi à l'engagement plus large pour la cause écologiste. Et d'autres qui vont se socialiser politiquement à l'école de façon différente, plutôt en opposition finalement avec le modèle de démocratie scolaire, avec un modèle qui est perçu parfois comme étant autoritaire, qui est perçu comme étant vertical, qui passe par le système des représentants, donc une démocratie représentative qui est critiquée par ces mouvements. Et donc, parfois, certains jeunes vont critiquer aussi la façon dont cette démocratie scolaire prend modèle sur une démocratie représentative qui leur semble pour eux parfois dépassée. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi comment ils peuvent critiquer aussi ces modèles de démocratie scolaire. Donc voilà, et puis aussi, une dernière chose, le rôle de l'événement aussi, en dehors de la famille, en dehors de l'école. On va voir aussi parfois que certains événements peuvent être aussi fournisseurs finalement d'engagement, peuvent être des déclencheurs, des éléments déclencheurs de l'engagement. On voit que la COP21, notamment, a été un événement aussi pour certains jeunes qui ont participé à la conférence pour la jeunesse et qui se sont largement investis et qui a été, pour beaucoup de jeunes, un élément déclencheur. Il y a bien sûr l'appel de Greta Thunberg, il y a aussi les incendies qui reviennent régulièrement et qui peuvent être aussi des éléments qui peuvent intervenir dans ces carrières militantes d'engagement. Et voilà, donc il y a des événements au niveau macro et des événements au niveau plus micro-individuel qui peuvent intervenir aussi avec des engagements qui peuvent prendre la suite aussi ou qui peuvent se construire à la suite d'une rencontre particulière avec une action, une participation à une action, avec le discours d'une activiste aussi, le déménagement dans une nouvelle ville, de nouveaux engagements. Voilà. Et donc, il y a vraiment ces niveaux-là aussi au niveau micro-individuel qui peuvent intervenir aussi dans ces parcours biographiques d'engagement. On va prendre juste quand même 5 minutes de conclusion avec vos questions. On en a choisi notamment une et on a proposé à Laurent, s'il a des éléments sur les autres questions que vous avez mis, de nous les faire parvenir par la suite. Mais déjà, on va prendre la question. C'est moi qui ai fait le choix. Hein, je suis désolée, j'ai un peu tranché. Sur quels sont les déclencheurs de l'engagement, quels sont les déclencheurs de la résignation. Et puis, comme Laurent a pu voir, s'il y a d'autres éléments, voilà. Mais on va essayer de conclure en 5 minutes pour que tout le monde ait le temps d'aller manger. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre vite pour vous laisser effectivement du temps pour le déjeuner. Alors c'est vrai que forcément, cette question, je l'ai posée à l'ensemble des enquêtés que j'ai pu rencontrer. Et c'est intéressant de voir qu'il y a en fait une diversité de réponses. Il n'y a personne qui va me donner la même réponse en fait pour me dire voilà, qu'est-ce qui a créé le déclic finalement pour te lancer dans un collectif. Et je pense qu'on peut résumer les choses en 2 éléments. Il y a des éléments structurels et d'autres conjoncturels. Structurels, c'est-à-dire que, encore une fois, le jeu de la socialisation politique en amont est très importante. En fait, ça ne sort pas de nulle part, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement et d'un seul coup, ils vont se lancer dans un collectif. C'est d'abord parce qu'ils ont été sensibilisés, notamment par leur entourage familial, par les amis aussi qu'ils peuvent avoir, le réseau amical qu'ils peuvent avoir dans l'école. Parfois, la famille élargie aussi, ça peut jouer un rôle. Donc là, il y a tout cet environnement-là particulier dans le parcours du jeune qui va jouer. Donc, ce qu'on appelle plutôt des éléments structurels. Après, il y a des éléments, bien sûr, conjoncturels. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les éléments déclencheurs. C'est-à-dire que ça peut être une préoccupation de long terme, ça peut être une sensibilité plus ou moins lointaine, et jusqu'au moment où il y a quelque chose, un événement, qui va faire qu'ils vont se lancer dans un collectif. Et ces événements, voilà, c'est comme je vous le disais, les réseaux sociaux, ça joue énormément. On a vu que l'appel de Greta Thunberg
a eu un relais énormément important, en fait. Ça a vraiment assuré la viralité du mouvement. Ça a permis d'être un élément déclencheur pour beaucoup de jeunes. Ça a permis aussi, pour une fois, pour eux, voilà, c'est quelqu'un de leur âge qui leur parle de politique. Ce n'est pas quelque chose de descendant qui vient des institutions et qui leur oblige d'aller voter, ou là, ils étaient trop jeunes, mais en tout cas, d'être sensibles aux institutions dans une vision un peu poussiéreuse de la politique. Là, ce n'était pas une vision poussiéreuse, c'était une nouvelle dynamique qui a été insufflée par quelqu'un voilà, qui avait 15 ans à l'époque et qui leur a dit, mais c'est à vous de vous lancer, vous avez les possibilités aussi pour intervenir et pour interpeller les décideurs. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans le sentiment, le fait de se sentir autorisé en fait, à y aller, en fait, à être légitime aussi. Ce n'est pas parce qu'on ne vote pas et qu'on n'a pas l'âge de voter qu'on n'est pas légitime aussi à avoir un certain poids aussi dans une certaine parole politique. Les candidats font bien des programmes aussi à destination des jeunes, donc pourquoi eux-mêmes n'auraient pas aussi leur mot à dire et ne pourraient pas aussi influer dans la décision. Donc ça aussi, c'est un événement important, en tout cas, l'appel de Greta Thunberg. Et puis après, il y a tout ce qui intervient en termes voilà, d'éco-anxiété, bien que ce terme est très décrié aussi du côté des jeunes militants, en fait. Pour certains, je parle uniquement des jeunes engagés, en tout cas, hein, qui parfois se déclarent éco-anxieux, mais préfèrent parler d'éco-colère parce qu'ils considèrent que l'éco-anxiété, c'est une vision psychologisante. Et quand on dit, voilà, quand ils disent, en tout cas, que c'est une vision psychologisante, ça réinscrit, en fait, à l'échelle individuelle, un mal-être qui est d'abord un mal-être politique et social, en fait. Et pour eux, c'est important, en fait, de réinscrire le champ de la problématique, en tout cas, du dérèglement climatique dans une vision, une perspective politique et qui n'est pas un trouble personnel, en fait. Ce trouble, il n'est pas personnel, il a d'abord des orientations, des origines, en fait, qui sont sociales. Et pour eux, pour beaucoup de militants, en tout cas, c'est important de réinscrire, en tout cas, cette question du dérèglement climatique dans, voilà, dans ce qui relève d'une problématique sociale. Et voilà pour résumer. Après, il y a d'autres éléments, mais encore une fois, le rapport sera publié ces prochaines semaines et notamment un 4 pages, je pense qu'il sera sur certaines idées préconçues sur les questions notamment de l'éco-anxiété, qui a une existence et puis en même temps la nécessité d'aller au-delà, de déconstruire ces notions-là parfois. Merci beaucoup. C'est vraiment des questions qui nous arrivent et qui nous intéressent vraiment. Un grand merci, Laurent, avec ces conditions un petit peu déstabilisantes, mais bravo, bien retombé sur vos pattes.